6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Je veux savoir ce que je vois. Il doit y avoir une explication. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans cet épisode, un tunnel taillé dans la roche se met à palpiter violemment. Les scientifiques peinent à expliquer ce phénomène surnaturel. Un trou de verre est un système souterrain qui relie deux points éloignés dans le temps et l'espace. Terreur sur Long Island, avec le tueur en série du canal. C'est ce qui se rapproche le plus d'un vampire qui vit dans l'océan. Et enfin, des apparitions inexpliquées au-dessus d'un laboratoire top secret des États-Unis. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne vois pas ce qui pourrait bouger comme ça, dans les airs. Bizarre. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Ça, c'est de l'explosion. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Un tunnel, des parois solides, un sol rigide. Mais tout à coup, voilà ce qui arrive. Tout le tunnel se met à palpiter. Des badauds stupéfaits filment ces images. On dirait une déchirure dans le tissu de l'espace-temps. La vidéo montre une sorte de nuage qui apparaît et disparaît de manière répétée. Est-ce que c'est gazeux ou liquide? Est-ce que c'est de la poussière? Est-ce que c'est toxique? Ça pourrait être mortel. Est-ce un phénomène aux limites de notre compréhension du fonctionnement de l'univers? On comprend pourquoi ils appellent ça le tunnel de Stargate. Nord-ouest de la Colombie, 17 mai 2018. Des ouvriers du bâtiment travaillent sur un projet de construction du gouvernement. Dans un tunnel, tout ce qu'il y a de plus normal, un phénomène inédit et incompréhensible se produit sous leurs yeux. C'était comme si le tunnel prenait vie et se mettait à respirer. Le tunnel a l'air de se déplacer comme un nuage qui apparaît et disparaît de manière très soudaine. Les ouvriers témoins de cet événement sont terrorisés. Parmi eux, Juan Antonio Sanchez. Le sol s'est mis à rugir. On croyait entendre un lion. C'était vraiment effrayant parce qu'on sentait qu'à tout moment, le tunnel pouvait s'effondrer ou exploser. On était terrifiés. On a eu peur de mourir. Les images de ces étranges pulsations d'énergie laissent les scientifiques perplexes. Il y a ce grondement qui accompagne les pulsations. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tout va s'effondrer? Qu'est-ce qui se passe? Le physicien Chad Orzel examine les images et avance une théorie incroyable. Il y a une pulsation très irrégulière, comme si quelque chose les contrôlait. Si on imaginait un portail intergalactique qui mène à une galaxie lointaine, ça ressemblerait à ça. Beaucoup de physiciens sont convaincus de leur existence, mais rien de semblable n'a jamais été filmé. Certains considèrent que dans le futur, un trou de verre ou une porte des étoiles permettrait d'effectuer des voyages interstellaires. Ces sortes de trous de verre sont souvent empruntés pour parcourir des distances interstellaires dans l'espace. Ils apparaissent dans les films Stargate ou Interstellar comme des moyens de faire des voyages longue distance. Ça m'a l'air d'une excellente idée. Les termes porte des étoiles et trou de verre semblent relever de la science-fiction, mais les plus grands esprits de la communauté scientifique pensent que c'est possible. Évoqué par Albert Einstein en 1935, un trou de verre est un raccourci, un système souterrain qui relie deux points éloignés dans le temps et l'espace. Pour effectuer un voyage spatial conventionnel et rejoindre Alpha Centauri A, l'étoile la plus proche du Soleil, il faudrait environ 165 000 ans. Mais les scientifiques estiment qu'un trou de verre, aussi appelé vortex, pourrait réduire le voyage à 4 ans. C'est comme si vous preniez une feuille de papier.
Vous la pliez de manière à ce que les points situés aux deux extrémités soient très proches. Si vous pouviez passer à travers et relier ces points, ce passage serait très court. Alors que celui qui serait obligé de voyager tout autour de la feuille devrait parcourir une très longue distance. Pour le physicien Michio Kaku, les trous de verre et les portes des étoiles sont possibles en théorie, mais même les forces énormes libérées ce jour-là ne seraient pas suffisantes pour les alimenter. Il faut d'énormes quantités d'énergie. On parle de l'énergie d'une étoile qui va bien au-delà de ce que les humains peuvent mobiliser sur la planète Terre. L'explorateur Georges Kourounis analyse les métadonnées de la vidéo. Il découvre qu'elles ont été tournées sur le site de l'un des plus vastes projets de construction du pays. Le barrage d'Ituango. Une fois achevé, il pourra contenir plus de 963 millions de mètres cubes d'eau et fera 214 mètres de haut, ce qui en fera l'un des barrages les plus élevés au monde. Ce n'est pas qu'un projet de construction, c'est un méga projet d'ingénierie. Quand il sera achevé, il pourra subvenir à 20% des besoins en électricité de la Colombie. Le chantier doit se terminer dans quelques mois. Pour les ouvriers du bâtiment, ce n'est pas le moment de prendre du retard. Le physicien Chad Orzel visionne les images et essaie d'identifier la substance qui forme le nuage de pulsation. On dirait un nuage de brume qui sort de la Terre. Mais ce n'est pas une réaction naturelle pour du brouillard. Normalement, il apparaît et disparaît très lentement. Au cœur de la forêt tropicale, il y a une forte humidité. Des minuscules particules d'eau sont en suspension dans l'air à l'intérieur du tunnel. Si les conditions sont réunies, cette vapeur d'eau forme de plus grosses gouttelettes qui se transforment en nuages visibles. La géologue Cyan Proctor a élaboré une théorie qui pourrait expliquer pourquoi des nuages se forment soudainement dans le tunnel. Pour la mettre en pratique, elle réalise une expérience avec Steve Potvin. Quand on fait une construction, il faut beaucoup de béton. Mais plein de gens ignorent que le béton génère énormément de chaleur. Quand on ajoute de l'eau au ciment, cela provoque une réaction chimique qui produit de la chaleur. Sous des climats tropicaux comme en Colombie, le béton risque de devenir trop chaud lorsqu'il durcit et peut alors se fissurer. Pour s'assurer que le béton se mette en place correctement, on utilise de l'azote liquide. L'azote est extrêmement froid. Quand on l'ajoute au béton, cela permet de conserver la bonne température pour que le béton puisse durcir. Selon la théorie de Cyan Proctor, un déversement d'azote liquide dans le tunnel pourrait expliquer l'étrange nuage qui apparaît sur la vidéo. En visionnant les images, elle repère des zones humides sur la route à l'intérieur du tunnel. Si de l'azote liquide a été renversé ici, les conditions seraient propices à la formation d'un nuage. Je vais prendre un baril rempli d'azote liquide dans lequel je vais verser de l'eau. Je vais analyser le nuage que ça va générer et je vais voir si ça correspond à ce qu'on voit sur cette vidéo. Pour rester à l'état liquide, l'azote doit être conservé au frais dans des conteneurs spécialement isolés. Comme le tunnel est chaud et humide, Cyan Proctor utilise de l'eau chaude pour reproduire exactement les mêmes conditions. Ok, c'est parti. Quand l'eau chaude rencontre l'azote liquide glacial, l'azote s'évapore instantanément en formant un gaz très froid. C'est incroyable. Cela refroidit l'humidité dans l'air ambiant, qui se condense pour former un nuage visible. Cette expérience a démontré que le mélange d'azote liquide et d'eau pouvait générer un nuage, mais il y a un problème avec la théorie. Il y a bien un nuage qui se forme, mais il reste ici. Il ne se dissipe pas. L'étrange réaction de ce nuage de pulsation suggère que d'autres forces sont à l'œuvre. Je me sentais impressionnée par cet homme-là. On fait face à un imposteur, on fait face à un charlatan. On a trouvé ça un peu bizarre. C'est un autre niveau de mensonge. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. En pleine jungle colombienne, un tunnel semble palpiter alors qu'un nuage apparaît et disparaît de manière régulière.
C'est comme si le tunnel respirait. Au-dessus du tunnel, un barrage hydroélectrique est en construction. L'explorateur Georges Kourounis mène l'enquête. Le barrage est soumis à rude épreuve car récemment, il y a eu des pluies diluviennes, des pluies terribles. Les pluies torrentielles ont provoqué un glissement de terrain qui a bloqué un tunnel construit pour détourner la rivière autour du barrage pendant sa construction. L'eau s'accumule et atteint des niveaux dangereux dans le réservoir situé derrière. Ça pourrait détruire le barrage. Ce serait le scénario catastrophe. En tentant de sauver le barrage, les ingénieurs prennent des mesures désespérées. Ils libèrent de l'eau du réservoir via une chambre à turbine partiellement construite. Pour Georges Kourounis, ce flot soudain envoyé dans une partie du barrage qui n'était pas conçue pour contenir de l'eau pourrait expliquer les pulsations observées dans ce tunnel d'accès. On a tous pris une bouteille d'eau qu'on a vidée. L'eau ne se déverse pas toujours en douceur, n'est-ce pas? Ça fait glou-glou. Ça gargouille quand l'air essaie de rentrer dans la bouteille pour remplacer l'eau qui en sort. Dans ce cas, c'est le même phénomène, mais à une échelle bien plus large. Selon sa théorie, lorsque l'eau des crues s'échappe par la chambre à turbine, cela produit une onde de pression d'air qui traverse le tunnel. Quand une onde de pression se déplace dans le tunnel, l'eau s'évapore dans l'air et se condense en gouttelettes, ce qui donne cet effet de nuage. Chaque pulsation de pression transforme instantanément la vapeur en nuage. Puis, quand cette pulsation traverse le tunnel, le nuage redevient de la vapeur invisible. L'eau déversée dans la chambre à turbine sauve le barrage. Mais les conséquences en aval de la rivière sont catastrophiques. Au final, il y a eu trop d'eau en aval. Et cette eau de crue a été dévastatrice. Des dizaines de milliers de personnes doivent quitter leur maison, alors qu'un torrent d'eau gigantesque coule à flot dans la vallée. Un terrible mur d'eau balaye tout sur son passage, détruisant chaque obstacle. Les habitations et les biens de centaines de personnes disparaissent en une fraction de seconde. Si un barrage se rompt ou si quelque chose tourne mal, c'est une catastrophe nationale. Un nombre incalculable de vies détruites. Le barrage est un désastre de l'ingénierie. Il doit être réparé avant l'arrivée des prochaines grosses pluies. Tout de suite, Long Island, New York. Des cadavres de poissons. Pas un, pas une poignée, mais littéralement des millions. Ça grouillait de poissons. C'est un cauchemar épouvantable. C'est un phénomène surnaturel. On dirait un suicide collectif de poissons. L'homme a-t-il provoqué cet étrange apocalypse de manière intentionnelle ou involontaire? Est-ce que c'est un champ de bataille? Dans le pire des cas, c'est une arme biologique déployée sur la côte est des États-Unis. Hampton Bays, Long Island. L'une des destinations de vacances les plus sélectes des États-Unis. Le 14 novembre 2016, Roger Hubbard, un pêcheur amateur, se rend sur le canal Shinnecock. Cette voie navigable de 1 km de long a été construite en 1892 pour acheminer des palourdes et des huîtres de Peconic Bay jusqu'au nord. En général, je m'arrête par ici pour voir si quelqu'un attrape du poisson ou s'il y a un truc sympa à prendre en photo. Quand j'ai regardé le soleil, j'ai vu plein de bulles à la surface de l'eau. Quand je me suis approché et que j'ai regardé en bas, j'ai vu une énorme quantité de poissons en train de se débattre. Tout ce que Roger Hubbard peut voir, c'est que l'écluse est remplie de millions de poissons morts ou en train de mourir. On aurait dit une énorme boîte de sardines. Je ne veux plus jamais voir ça. Les images macabres de ce carnage sont envoyées à des experts. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui cause la mort de ces poissons? On n'écarte pas la piste du poison. Est-ce qu'une catastrophe environnementale se profile? Le biologiste Leslie Samuel examine les images pour tenter d'identifier l'espèce de poisson en question. Il y a un poisson qui correspond à la description, le ménadin. Il a le corps arrondi, une couleur plutôt argentée et il se déplace en bancs très importants. Le ménadin,
aussi connu sous le nom d'Allos tyran, se trouve tout le long de la côte est des États-Unis. Les hommes trouvent qu'il a trop d'arêtes pour le manger, mais c'est une espèce qui constitue une proie pour de plus gros poissons, comme le thon ou le requin. Chris O'Brien, journaliste d'investigation, se penche sur les images. Il pense que l'emplacement du canal pourrait renfermer un précieux indice. Cette hécatombe s'est produite à 40 km de la plage de l'établissement de Plum Island. Le centre top secret de recherche sur les maladies animales a ouvert au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Personne n'a vraiment eu le droit d'y pénétrer et de voir ce qui s'y passe vraiment. Sa mission hautement confidentielle consistait à exploiter les recherches menées par les scientifiques nazis qui avaient été capturés. Parmi eux, Erich Straub, spécialiste des armes biologiques. Il travaillait sur un programme top secret pour Hitler. L'un des programmes de Traub consistait à concevoir une arme biologique capable d'éradiquer une chaîne alimentaire. On disait que cette arme pouvait infecter des cheptels entiers et anéantir des cultures entières. L'avantage de l'arme de Traub, c'était qu'elle s'accordait avec ce vieil adage. Une armée marche avec son estomac. Si une armée ne peut pas manger, elle ne peut pas se battre. Et une armée incapable de se battre est une armée vaincue. Aujourd'hui, la situation insulaire de ce centre en fait le seul laboratoire américain autorisé à étudier des virus vivants, comme la fièvre afteuse, une maladie jugée trop dangereuse pour être gardée sur le continent. C'est un endroit épouvantable. On sait qu'il y a eu un problème de confinement à Plum Island. Une souche de la maladie de Lyme se serait échappée, ainsi qu'une souche de la fièvre afteuse chez la vache. En raison de sa proximité avec New York, ce centre a été le cible d'un terroriste qui projetait de propager des maladies dans la zone la plus densément peuplée du pays. Quand vous avez des bâtiments qui abritent les maladies les plus mortelles sur Terre, et qu'à quelques kilomètres de là, on a des centaines de milliers de poissons morts, on se pose forcément la question de savoir si les deux sont liés. Mais pour Danny Washington, biologiste marine, il est peu probable que les poissons du canal Shinnecock aient été empoisonnés par une attaque toxique de Plum Island. Si c'était une épidémie biologique d'une maladie animale, le phénomène aurait probablement été plus étendu. Il s'agissait d'un incident isolé affectant un seul banc de poissons. Leslie Samuel se repenche sur les images. On dirait un suicide collectif de poissons. Il y a d'autres exemples de créatures disparues en masse. Quand on pense à l'océan, il y a eu de nombreux cas de baleines qui semblaient s'être échouées sur le rivage et qui sont mortes en masse. Mais ces échouages ne sont peut-être pas délibérés. Une théorie consiste à dire que ce sont des animaux sociables et quand l'un d'eux tombe malade, il a tendance à venir dans des eaux peu profondes et les autres suivent le mouvement. Pour décider de se suicider en toute conscience, il faut pouvoir prendre des décisions complexes et ressentir des émotions comme la dépression ou le chagrin. Il est possible que les cerveaux de certains animaux soient suffisamment développés pour en être capables. Quand un membre de leur famille meurt, on a vu des éléphants déplacer ses ossements parfois pendant une semaine. Les zoologues interprètent ce comportement comme une marque de chagrin. Mais quand le journaliste scientifique Steve Potvin visionne les images, il n'est pas convaincu que les poissons soient capables de se suicider collectivement. Beaucoup de membres du royaume animal sont dotés d'une grande intelligence. L'Allos tyran n'en fait pas partie. Il n'a pas un cerveau suffisamment développé pour se suicider. Il n'a pas tué personne. On a accusé de meurtre, c'était pas lui. Ils ont triché sur toute la ligne. C'est une preuve qui a été manipulée. Il y a eu de la magouille, c'était épouvantable. C'est pas moi. Colosse Plamondon, vendredi 21h, à Canal D. Les habitants de Long Island sont apeurés et horrifiés par la vue de ces dizaines de milliers de poissons morts ou agonisants. Le journaliste Jeff Wise étudie les images pour tenter de déterminer ce qui les tue. Peut-être qu'une sorte de parasite a infecté leur cerveau ou leur système nerveux, ce qui a déclenché chez eux ce comportement autodestructeur en masse. Un parasite à l'origine d'une manipulation mentale, l'idée peut sembler incongrue, mais les exemples ne manquent pas dans le royaume animal. Prenons l'exemple des fourmis balles de fusil. Elles peuvent être infectées par un champignon qui prend le contrôle de leur corps.
Le champignon force la fourmi à grimper sur un arbre à proximité et à planter ses mandibules dans une feuille de manière permanente. Puis une longue tige pousse à travers la tête de la fourmi avec une capsule de spores fongiques à l'extrémité. Souvent, la fourmi grimpe sur une feuille près de l'endroit où la colonie cherche de la nourriture, afin que les spores contaminent ses congénères et que l'infection se propage. Ils ont surnommé ça le champignon à fourmis zombies. Et on comprend pourquoi. Il prend le contrôle de leur corps et les transforme en zombies. Et sous l'océan, il existe de multiples parasites connus pour attaquer les poissons. Il y a un parasite vraiment étrange qui infecte le poisson et prend le contrôle de sa langue. Le pou mangeur de langue s'implante dans la langue de son hôte et commence à se repaître. Il aspire le sang du poisson en continu. C'est ce qui se rapproche le plus d'un vampire qui vit dans l'océan. Mais la biologiste marine Dani Washington voit un problème avec cette théorie. Ces poissons ne présentent aucune distorsion physique ou blessure apparente. Et quand un biologiste a réalisé une autopsie, il n'y avait aucune trace de parasite. Des pêcheurs du coin ont raconté à Roger Hubbard, le témoin, qu'un prédateur mortel avait été repéré dans cette zone. J'avais entendu que des pêcheurs attrapaient beaucoup de tassergales, un poisson prédateur qui se nourrit de ce type de poisson. Je crois que ce banc a été poursuivi dans la baie et qu'il a été bloqué dans un cul-de-sac. Pour tenter d'échapper au tassergal meurtrier, l'énorme banc d'Alostiran se dirige vers le canal, une voie sans issue. Alors que la marée monte, l'écluse se ferme automatiquement et les poissons se retrouvent piégés. Mais pourquoi sont-ils morts et agonisants? Greg Sulguide calcule la superficie de l'espace clos. Il contient plus de 30 millions de litres d'eau. Mais ces alostyrans adultes filtrent 26 litres d'eau par minute pour avoir l'oxygène dont ils ont besoin. Si on amasse autant de poissons dans une zone minuscule, ils vont utiliser cet oxygène en un clin d'œil. Ils se noient en quelque sorte parce qu'ils n'en ont pas assez. Sans cet oxygène, ils s'asphyxient et meurent. Le temps que la marée remonte et que l'écluse s'ouvre à nouveau, il est trop tard. Ce vaste banc de poissons qui sont entassés les uns sur les autres s'est littéralement noyé. Ça me rend triste de voir un tel gâchis. Tout de suite, sur une grande route du Tennessee. Qu'est-ce que c'est que ça? D'étranges objets volants se forment dans le ciel nocturne. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est une attaque? Qui a mis ces lumières là-haut et qui les contrôle? Oak Ridge, dans le Tennessee, 21 septembre 2012. De nuit, des automobilistes sont alertés par une série d'objets étincelants dans le ciel. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a qui bougent rapidement. Ils ne ressemblent en rien à des engins volants conventionnels en termes de forme ou de son. Ça pourrait être un hélicoptère, mais on n'entend aucun bruit. Ces objets étincelants sont trop larges et trop lumineux pour être des drones. Mais qu'est-ce que ça peut être? Une explication simple serait des lanternes chinoises. Mais les lanternes chinoises sont trop petites et elles ne font pas de surplace. Elles continuent de s'élever jusqu'à ce que la bougie s'éteigne, puis retombe au sol. Certains se demandent si ce sont des chouettes qui chassent la nuit. Je compte 9 lumières dans le ciel. Donc ça ne peut pas être des chouettes effraies, qui sont des chasseurs solitaires. La taille, l'apparence et le comportement de ces objets laissent tout le monde perplexe. Je ne vois pas ce qui pourrait bouger comme ça dans les airs. Ces formes ne se déplacent pas rapidement, mais elles ne gardent pas une trajectoire linéaire comme des avions. C'est mystérieux. Qu'est-ce que c'est? Suivez les histoires saisissantes de gens ayant survécu à l'impossible. Je suis tombé sur du béton. Mon corps était tout brûlé. Et les lumières se sont éteintes. Tu étais mort. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. À Oak Ridge, dans le Tennessee, 9 lumières étranges planent dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lieu connu pour ses mystérieuses activités aériennes. En 1950, 11 objets non identifiés ont été repérés au-dessus d'Oak Ridge.
Plusieurs officiers militaires les ont vus indépendamment et un radar a confirmé leur présence. Comme ça avait l'air plutôt réaliste, le FBI a pris part à l'enquête. Le FBI n'a jamais pu expliquer pleinement l'incident de 1950. Donc beaucoup de gens ont imaginé que c'était des ovnis. Lindsay Moran, ex-analyste à la CIA, examine les cartes des alentours. Elle découvre que ces objets planent près de l'un des sites les plus secrets des États-Unis, le laboratoire national d'Oak Ridge. Cet endroit a des secrets nichés dans ses fondations. Le laboratoire top secret est caché sur un site de 150 km². Ici, des experts mènent des expériences aux limites des connaissances scientifiques, mêlant physique quantique, matière condensée, nanotechnologie invisible et intelligence artificielle controversée. Oak Ridge héberge même une installation de source de neutrons qui génère les faisceaux de neutrons pulsés les plus intenses de la planète. Il abrite aussi un vrai monstre mécanique, le superordinateur le plus gros et le plus intelligent de la planète Terre. Il y a peu d'espoir de comprendre les expériences scientifiques menées ici, dont la plupart sont financées par l'armée. John Farrow, journaliste scientifique, cherche à déterminer si ces lumières sont produites par l'un des tests secrets qui se dérouleraient sur ce site. Certaines personnes croient qu'il y a un programme secret du gouvernement, appelé TR-3B, qui viserait à développer un avion nucléaire. Un avion à propulsion nucléaire, c'est le rêve des concepteurs depuis les années 50. Mais alors que les petits réacteurs nucléaires sont utilisés pour alimenter les bateaux et sous-marins, l'armée américaine a officiellement annulé son programme d'avion nucléaire baptisé Projet Pluto en 1964. Aucune explication officielle n'a été fournie, mais on a dit que les officiers de l'armée craignaient que l'avion nucléaire n'aggrave la guerre froide. Mais selon la rumeur, le projet a été enterré et poursuivi en secret. Il paraît que le TR-3B utiliserait une sorte de mercure pressurisé combiné à l'énergie nucléaire. Même si le TR-3B n'existe pas officiellement, certains ufologues prétendent que cet avion à propulsion nucléaire explique l'apparition des célèbres ovnis triangles noirs. Ces lumières inexpliquées ont conduit beaucoup de gens à se dire que ça pourrait être un vol d'essai de l'escadron du TR-3B. L'énergie dégagée durant une réaction nucléaire est si puissante que 450 grammes d'uranium suffisent à produire la même quantité d'énergie que 192 tonnes de kérosène. Cela signifie qu'un avion à propulsion nucléaire serait beaucoup plus léger et capable de parcourir une distance bien plus longue que n'importe quel avion fonctionnant au kérosène. Si le TR-3B existait, ce serait une première scientifique et une véritable révolution. Mais quand l'ex-analyste de la CIA Lindsay Moran visionne les vidéos, elle n'est pas convaincue qu'il s'agisse du premier avion à propulsion nucléaire du monde. Pourquoi l'aurait-il testé dans une zone habitée, toute lumière allumée? Ce n'est pas un secret, c'est de la publicité. Il est peu probable que les Américains comprennent un jour les expériences scientifiques menées au laboratoire national d'Oak Ridge. L'origine de ces étranges lumières célestes au-dessus des laboratoires reste inexpliquée. Qu'est-ce que ça peut être? Et maintenant, dans un poste de police du Nouveau-Mexique. On a l'impression d'être observé. C'est une zone sécurisée, totalement verrouillée. Une évasion que les policiers sont incapables de résoudre. Personne ne peut passer au travers d'un grillage. Prisonnier fantôme ou spectre d'une victime de meurtre revenue d'entre les morts. C'est une ancienne décharge et il y a beaucoup de meurtres non résolus. Ils ont déposé des corps ici. J'ai pensé à un fantôme. « 20 septembre 2014. Espagnola, Nouveau-Mexique. Carl Romero, officier de police, fait sa garde nocturne au poste de la ville. Cette nuit-là, j'étais le seul officier en service. Le poste de police est à 3 km de la ville, dans une zone industrielle isolée. La nuit était plutôt calme, il régnait un silence de mort. Tout à coup, on entend des bruits ou on croit voir des choses, ça peut faire peur. À part l'officier de police,
il n'y a que les prisonniers enfermés en cellule. J'étais assis sur cette chaise là-bas. Je regardais les caméras pour être sûr que tout était sécurisé. 18 caméras de vidéosurveillance couvrent les 12 cellules, le hall principal, la salle de mise en détention et l'extérieur. Tout est normal, jusqu'à ce que Carl Romero bascule sur le flux de la caméra numéro 5, face à l'enceinte sécurisée située derrière. Les barrières étaient fermées. Personne ne pouvait entrer ou sortir. Quand j'ai regardé l'écran, j'ai vu une silhouette blanche qui traversait. Ce n'est pas un problème d'image. Il n'y a pas de bande d'enregistrement. Tout est numérique. Ce qui a été filmé est bien réel. Carl Romero repasse la séquence. Les policiers sont au poste, les prisonniers sont au complet. Quoi qu'on voit à l'écran, il passe au travers d'objets solides. L'objet en question venait de l'angle de ce grillage. Il a marché droit devant et l'a traversé, puis s'est dirigé vers le sud-ouest. L'objet semble être sorti du poste de police en ayant traversé son périmètre ultra sécurisé. C'est un endroit très sécurisé à cause de ça. Et on a du fil barbelé en haut pour éviter qu'il passe par-dessus. Si un être humain veut entrer ou sortir, il faut que l'agent de service à l'intérieur actionne l'ouverture de la porte. Si ça avait été une personne, elle n'aurait pas pu passer à travers un grillage. J'ai pensé à un fantôme. Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Au Nouveau-Mexique, l'officier de police Carl Romero est dans l'équipe de nuit à la prison d'Espagnola, quand les caméras capturent les images d'une silhouette mystérieuse qui semble avoir des pouvoirs surnaturels. Ce n'est que le phénomène étrange le plus récent qui a lieu au poste de police d'Espagnola. Il y a beaucoup d'incidents ici la nuit. Des trucs bizarres, impossibles à expliquer. Des officiers de police viennent là sans arrêt. Police d'État, shérif. Personne ne veut revenir. En tout cas, pas tout seul. Un jour, l'officier Martinez était seul au poste de police à 3 h du matin. J'étais penché en arrière sur ma chaise. J'avais les yeux fermés. Je les ai ouverts et j'ai vu une ombre qui se tenait au-dessus de moi. Je ne peux pas dire ce que c'était, mais je suis tombé de ma chaise. Je ne croyais pas aux fantômes ou autres jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Tout est possible. C'était peut-être un fantôme. Ces images étranges laissent les experts perplexes. Ce sont des agents de sécurité. Leur boulot consiste à surveiller ces écrans. Ça aurait pu être une évasion, mais ils n'y croient pas. Ce sont des agents de la force publique qui relatent une image spectrale. C'est une prison, une zone sécurisée. Et il y a une chose qui erre dans les locaux. Pour aider à déterminer s'ils sont en présence d'un esprit, l'officier Romero fouille dans les archives de la ville. Aucun mort n'a été signalé au poste de police. Néanmoins, il découvre le sinistre passé du site sur lequel il est construit. C'était une décharge dans les années 70 et 80, et il y a eu beaucoup de meurtres non résolus. Ils ont déposé des corps ici. Carlo Muñoz, analyste du renseignement militaire, analyse les images. Il pense avoir une explication pour cette vague silhouette. Quand la silhouette dépasse les poteaux à droite de l'écran, les objets à gauche ont l'air de se déformer légèrement. Ça me fait penser à la technologie d'occultation furtive. Les capes d'invisibilité ont longtemps été associés au folklore et aux contes de fées. Mais aujourd'hui, l'armée américaine essaie d'en concevoir une pour de vrai. Cette technologie pourrait révolutionner le camouflage sur les théâtres de guerre. Le laboratoire national de Los Alamos joue un rôle majeur dans le développement de ce genre de technologie. Le laboratoire national de Los Alamos est un établissement top secret du gouvernement situé à moins de 35 km du poste de police d'Espagnola. Est-ce que c'est une opération secrète qui consiste à tester une technologie? Mais quand Chris O'Brien examine les images, il doute qu'il s'agisse d'une opération secrète. Ça pourrait être un dispositif d'invisibilité.
Mais ça n'explique pas comment cette personne a traversé le grillage. Les images sont présentées à Grant Dane, physicien. Il va tenter de déterminer si le fantôme pourrait en fait être quelque chose de dangereux et de pas encore mort. Quand cette chose se déplace dans notre champ visuel, elle n'est pas loin dans la cour, mais plutôt devant l'objectif. Et il y a une distorsion optique. On semble apercevoir de longues jambes qui se déplacent dans la cour. Mais ça pourrait être des jambes très courtes, comme celles d'une araignée qui parcourt l'objectif. Les terres arides du Nouveau-Mexique abritent deux araignées venimeuses mortelles, la veuve noire et la recluse brune. Une morsure de recluse brune peut être mortelle. Ces victimes ont souffert de défaillance d'organes, de convulsions et sont mortes. Une araignée rampante pourrait-elle avoir l'air d'un fantôme ? Dans cette prison, la police surveille les écrans toutes les nuits. Il leur arrive de voir des petites bêtes, mais elles ne ressemblent jamais à ça. Ça fait 9 ans que je travaille ici. Je ne sais pas ce qu'on a vu passer cette nuit-là, mais ce n'était pas une bestiole. Je ne peux pas expliquer ce que c'est. Beaucoup de gens ont émis des hypothèses, mais la plupart d'entre nous pensent que c'est un fantôme. C'est une affaire non résolue. Le jour du 26e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Les gens à Moscou sont terrifiés, à juste titre. Qu'est-ce qui va s'en prendre à eux? Un nuage vert effrayant engloutit Moscou. Je grimperai dans ma voiture, je mettrai la gomme et je m'enfuirai. Les Russes craignent une nouvelle catastrophe, encore plus mortelle. C'est une situation post-apocalyptique. Est-ce que c'est radioactif? Est-ce que c'est toxique? Qu'est-ce que ça peut être? « 26 avril 2012, dans la périphérie de Moscou. Une matinée normale est interrompue par un brouillard vert terrifiant qui s'empare du ciel. Quand cette chose migre vers la ville, les gens sont pris de panique. Les réseaux sociaux étaient en ébullition. On disait aux gens d'évacuer la ville. Les autorités ont eu du mal à calmer les gens et à leur dire de ne pas paniquer. Ils ignorent ce que c'est, et ça a l'air dangereux. Les experts s'interrogent sur l'origine de ce sinistre nuage. Quelle sorte de produit chimique a pu être injecté dans l'air pour produire des nuages verts de cette taille? Jeff Wise, journaliste, se penche sur les images. Il se demande si la capitale russe est frappée par une catastrophe chimique. Quand on voit ça, quand on voit la couleur de cette substance, c'est difficile de ne pas penser à une arme chimique. Il existe un gaz mortel qui a une ressemblance frappante avec ce nuage vert, le chlore. Le chlore a des effets instantanés, dévastateurs. Si c'est un nuage de chlore toxique, ce sera un meurtre de masse d'une ampleur sans précédent. Le gaz chloré a été utilisé pour la première fois comme arme durant la Première Guerre mondiale. Quand le gaz chloré est inhalé, il y a une réaction avec les muqueuses pulmonaires. Il se transforme en acide chlorhydrique qui ronge les poumons instantanément et les fait fondre. Il n'y a aucune chance de survie. Officiellement, le gaz chloré est une arme illégale depuis 1925. Mais les États-Unis ont accusé certains États voyous proches de la Russie de l'utiliser. Du chlore s'est-il échappé d'un laboratoire secret de Moscou? En examinant les images, l'analyste militaire Carlo Munoz doute qu'on soit face à du gaz chloré. En cas d'attaque au gaz chloré, la matière est très dense, très lourde. Donc le nuage touche le sol et reste statique. Sur cette vidéo, on voit le nuage s'élever. Donc je doute que ce soit une attaque au chlore. Les images sont confiées à Angela Fritz, météorologue. Elle analyse les données météorologiques dans la région. Ce jour-là, les vents étaient forts. Ils soufflaient jusqu'à 65 km/h. Donc les choses sont transformées facilement par le vent. Tout de suite, je pense à du pollen.
On est face à une invasion de pollen. Ces arbres attendent ce moment toute l'année pour exploser. Tous les bouleaux associés créent ce nuage si énorme que la place rouge devient verte. Moscou est entouré par des centaines de kilomètres carrés de forêts épaisses. Les bouleaux sont répandus partout et produisent du pollen vert caractéristique. Un seul arbre peut produire 2,5 kg de pollen en l'espace de quelques semaines. Donc si le vent est violent et qu'il y a des milliers d'arbres, c'est possible d'avoir ce nuage vert. Les experts s'accordent à dire que cet étrange ciel vert est la conséquence d'une invasion de pollen. Mais certains habitants restent sceptiques. Quand les habitants ont entendu cette explication, ils n'y ont pas cru. Ils se sont dit, on a toujours été entouré de forêts et ça n'est jamais arrivé.